Je partis pour rentrer vers 4 heures. C'était le grand beau soleil de septembre, et je montai Oracle, qui est une bête serviable, sans obséquiosité, mais prête à constamment rendre service. Elle prit dès la sortie d'Aix un trot allongé de grande fête. J'avais eu affaire au Verdé dès mon installation à Saint-Pons. C'était à ce moment-là une bande semi-politique, semi-ecclésiastique, semi-tout ce qu'on voudra. Il s'agissait en gros de complot contre rien et contre tout, d'une sorte de terreur blanche, bâtarde et attardée, et, en détail, d'une couverture à beaucoup de noirs dessins, si noirs qu'il fallait de bons yeux pour arriver à distinguer, au fond, les bas violets de l'évêque. On cessa de les voir, d'ailleurs, dès la première maladresse, et on reçut même, pas moi, mais le préfet, du préfet à Achille, d'Achille à moi, par le canal du grand vicaire, des indications pour mettre fin à de regrettables entreprises qui, etc. Je mis fin. Les Verdés, qu'on appelait ainsi parce qu'ils étaient vêtus de ce drogué vert de gris qu'on file dans les montagnes de Castellane et qui habille les paysans du Haut-Var, étaient environ une cinquantaine, 15 à 20 tout au plus à cheval. Ils étaient armés du fusil de chasse, plus facile à approvisionner en munitions que les carabines volées à l'arsenal de Toulon. De pistolets, de couteaux, et un pauvre bougre, je dis pauvre bougre parce qu'il fut rapidement dépassé par les événements et forcé à l'inélégance, les commandait. À ma connaissance, ils se contentèrent tout d'abord de parader à la militaire sur le plus désert des plateaux, puis à rosser, sans trop de méchanceté, quelques rouges qui avaient fait pire en leur temps. Mais ils ne tardèrent pas à tomber aussi bas qu'étaient tombés ceux qu'ils pourchassaient. Mal commandés, même pas commandés du tout par le fameux monsieur de, ils commencèrent par dévaliser des poulaillers, ce qui n'était guère reluisant, et ils finirent par tuer à Riance un couple de vieillards qui n'étaient ni rouges, ni blancs, ni bleus, mais possédaient quelques titres de rente. À cette occasion, ils avaient un peu chauffé les pieds des pauvres bougres. C'est le lendemain matin qu'on reçut à la préfecture d'Aix l'ambassade du grand vicaire. Elle me fut notifiée à midi. À 12h30, nous étions en selle. À 1h, en campagne, munis de précieux renseignements, et à 3h de l'après-midi, à la suite d'une sorte de bataille rangée, où les voyous essayèrent de jouer aux petits soldats, on aligna sur les airs de Mereuil 11 cadavres de Verdé, plus celui de M. II. Le seul qui avait essayé, sans y parvenir, de mettre un peu d'élégance dans son combat. Sur 32 prisonniers, 4 furent par la suite condamnés à mort et exécutés. Le reste traîne encore le boulet en habit rayé à Toulon. Nous avions eu un blessé léger qui fut guéri avec du vin. C'est pourquoi je n'avais pas d'abord attribué au Verdé la série de crimes qui me préoccupait. On avait beau me dire « il en est resté une dizaine », j'avais trop le souvenir de ces corps sans âme qui essayaient de jouer à Fontenoy. Monsieur II était mort. Et depuis, les contacts évêché-préfecture, les châteaux étaient rentrés dans le rang, même celui de Monsieur II, tombé en quenouille d'ailleurs. Mais après l'assassinat des Blachats, une de mes patrouilles avait eu la bonne fortune de surprendre, de chasser et d'abattre dans le petit matin, près de la ferme, un cavalier suspect, tout de suite agressif. Et c'était un Verdé. Quelqu'un avait dû les reformer et les reprendre en main. Mais qui? Sûrement quelqu'un de plus compétent que M. II, à en juger par l'habileté de mouvement qui les faisait chaque fois glisser entre nos pattes.
quelqu'un de plus compétent et quelqu'un de plus élevé en grade, si le cœur distribue des galons. Toute question de morale mise à part, je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir de l'estime pour ce zèbre. Je manœuvrais bien, mais il manœuvrait mieux. Ses crimes étaient abominables, mais gratuits. Ces fermiers isolés étaient très misérables. Il n'y avait rien à voler chez eux, et on ne leur volait rien, même pas le bétail. Les pauvres bougres n'avaient jamais fait de politique. Ils ne savaient même pas sous quel roi on était. Je me connais assez pour savoir que ce nouveau chef des Verdets tuait pour se prouver quelque chose. Se prouver quoi? Ou pour prouver quoi? À qui? Les charmantes servitudes d'oracle, le glorieux soir de septembre, l'odeur de raisin qui coulait de tous les villages, me poussaient aux réflexions sublimes. Rentré à la caserne, après avoir réglé le service de nuit, il faut être constamment sur ses gardes sur cette grande route. J'ouvris le tiroir aux lettres anonymes. Je me sentais disposé, sans savoir pourquoi, à quelques résolutions tendres. C'est un triste état pour un solitaire, et qui ne va pas, pour moi en tout cas, sans une forte envie de se jeter dans la partie opposée. Elles étaient là toutes les quatre, de la même écriture, intelligentes et sensibles, pas dissimulées du tout, au contraire. J'en pris une. Je n'avais jamais eu, comme ce soir, la sensation aussi nette que c'était la moins anonyme des lettres. Il ne manquait que la signature. Chose étrange, les injures que je relisais ne me touchaient pas, ne m'avaient jamais touché. J'en étais au contraire plutôt flatté. Et brusquement je compris. Je dois me rendre cette justice. Je partis à l'instant même. Je ne suis pas vain de ma personne, et ce que je venais de comprendre éclairait tout. Je ne menais pas la vie que je menais sans savoir que la timidité et la passion réunies poussent à des extrémités inconcevables. J'étais en face de mon propre reflet. Si je ne me trompais pas, je savais où aller. Il fallait fouiller dans la quenouille de Monsieur II. Je pris tout juste la précaution de demander 2 volontaires. Ce furent d'abord, bien entendu, mon ordonnance, qui était aux anges, et le vieux Mathieu dit mon soldat. Je suis encore fier de ce sang-froid. 5 minutes après, nous galopions vers les plateaux. Je montai César. Dès les premiers contreforts, je fis prendre une allure plus raisonnable. À l'aube, nous fîmes halte sous une yeuse, dans les parages de Martange. Le jour se leva. Je compris que la gloire du jour précédent m'avait aidé à trouver la solution. D'ailleurs, avec le soleil, la même tendresse sauvage illumina les bois. À Martange, je fis prendre un sac de pain, de la saucisse, 2 bottes de foin, et j'eus l'idée d'une sorte de politesse. J'envoyai chercher du Niger à l'épicerie. Cette teinture noire légèrement parfumée sèche instantanément. J'ai beaucoup de poils gris dans la moustache. Avec le Niger, je redeviens jeune en me regardant dans un fourreau de sabre. Nous fîmes grande halte dans un vallon perdu un peu plus tard que midi. À partir d'ici, il y avait quelques précautions à prendre. Je donnai mes ordres en conséquence. Nous ne quittâmes plus le couvert. Nous contournions les collines sans jamais passer par les sommets. Nous marchions au pas, en file indienne, à 3 longueurs les uns des autres. Moi, premier. En cas d'alerte, notre plan était tracé. Chacun avait sa consigne. Nous entrâmes ainsi peu à peu dans le sacro-saint de la montagne. La piste sableuse, dissimulée sous les chênes, étouffait nos bruits. Quand les feuillages qui nous cachaient s'écartaient, nous apercevions le plateau
qui s'en allaient de tous côtés jusqu'à l'horizon. Parfois un peuplier déjà jauni et à moitié effeuillé marquait l'emplacement d'une bergerie abandonnée depuis Louis XIV, ou l'élancement d'un hêtre, les derniers restes de la forêt que les vents avaient rasés. Mon soldat m'appela à voix basse. Il avait mis pied à terre. Je fis demi-tour et l'imitai. Il me montra sur le bas-côté de la piste, où le sable mêlé à l'herbe a un peu plus de consistance, l'empreinte d'un fer à cheval. Elle était bien plus petite que les empreintes laissées par nos propres chevaux. Charmante, doublement charmante. Jument, dit mon soldat. Je fis signe que oui. Venu de la gauche, dit Aux Anges. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté, à vol d'oiseau? Motus. Un doigt en travers des lèvres et je me remis en selle. J'avais compté être à pied d'œuvre avant la fin du jour. Mais la nuit tomba pendant que nous étions encore dans le large du plateau, sans point de repère. Les distances trompent. Surtout, je m'en rends compte maintenant, quand on essaye de se tromper soi-même. En tête de file, j'avais instinctivement ralenti le train. Il fallait faire contre mauvaise fortune bon cœur. La marche de nuit à cheval, surtout dans la situation délicate où nous nous trouvions et dans ces régions, est impossible. Nous risquions de perdre le fruit de tous nos efforts ou de nous faire tuer bêtement. C'est l'adverbe qui me fit peur. On s'installa dans un fourré d'amélantier. On donna le foin aux chevaux, on mangea encore un peu de saucisse, et je pris la garde, ayant dit à mon soldat et aux anges que de toute façon je ne dormirais pas. Ce fut, en ce qui me concerne, un mauvais moment. La nuit démesure. Je remâchai des problèmes personnels. J'écoutais voler les hiboux et glapir les renards. Vers le matin, un étrange animal qui ricanait vint renifler nos bottes. Il s'approcha à moins de 10 pas. J'eus la satisfaction de constater que nos chevaux ne bougeaient pas d'un poil. C'est la seule satisfaction que j'eus de toute la nuit. À la pointe du jour, au bout d'une heure de marche que je menais cette fois rondeau, la rosée fit briller à un quart de lieue devant nous le toit d'une grange. Elle appartenait à monsieur De. C'était là. César dressa l'oreille. « Il y a d'autres bestioles dans les parages, » dit mon soldat. En effet, après 1000 précautions d'approche, nous sommes à la lisière, à 100 pas de la grange. C'est un cube de pierre crue. La grande porte est fermée. Devant elle, au piquet, 7 chevaux. Je vois tout de suite une bête fine et racée, celle qui dut laisser l'empreinte que nous regardions hier soir. Sans bruit, nous nous mettons au vent. À part la porte, la grange n'a qu'une petite lucarne qui se trouve précisément du côté où nous nous plaçons. Nous commandons les 2 issues. On peut presque tout régler à la carabine. En tout cas, ce qui concerne mon soldat et aux anges. Les chevaux au piquet ont l'habitude de recevoir de la compagnie. Ils ne sont pas troublés par l'odeur des nôtres, qui doit bien leur arriver malgré la précaution du vent. Pied à terre, sauf moi. Quelques petites indications à César, par les genoux, le plat de la main, un peu de flatterie à l'encolure et 2 claquements de langue. Aux anges et mon soldat, en tirailleur couché, carabine pointée, cartouche étalée à côté d'eux. Nous sommes fin prêts. Nous le sommes même un peu trop tôt. J'ai encore le temps de recevoir la visite
une des réflexions de la nuit. Elle n'a pas l'occasion de faire trop de ravages, car la porte s'ouvre. Le ventail est lourd. On met un siècle à le tirer. Sort un petit personnage léger. Il me tourne le dos. Il a une drôle de démarche. Je n'avais jamais entendu battre mon cœur. Je l'entends. Sort un gros. Ce sont des verdets. Je calme de la main mes deux zèbres qui me regardent. Le gros et le petit vont aux chevaux, se mettent en habiller deux, notamment la bête fine et racée. Je cherche à voir les visages des bons hommes. Je n'y parviens pas. Chaque fois que dans leurs allées et venues ils me font face, ils sont masqués par les chevaux. Même quand ils se mettent en selle, question de visage, je suis floué. Soudain, je comprends que je préfère, que si j'avais fait des prières hier soir, je l'aurais demandé. Je commande à voix basse. Abattez le gros, laissez-moi le petit et empêchez la sortie des autres. Les deux coups de carabine claquent ensemble. Le gros Verdet tombe comme un sac. Le petit frappe des talons et s'échappe. C'est lui qui monte la bête de race. Je m'élance à sa poursuite en poussant plus vite César avec mes nerfs qu'avec ma tête, et il s'en fout de peu que je me la fracasse contre une branche. J'entends les carabines qui continuent à claquer. Je n'ai pas perdu 10 mètres au départ. Le petit Verdet est devant moi et pique vers le large. Il ne me faut pas plus d'une minute pour que je sois très heureux, et César aussi. Le cheval du petit Verdet est une merveille, et il est monté comme par un dieu. Son cavalier est presque couché sur lui, le cul décollé de la selle, menant tout son train par les jarrets et les genoux. La bête s'allonge comme un serpent. Elle touche terre à peine ce qu'il faut. C'est de l'huile qui coule au ras des taillis noirs dans un orage de feuilles arrachées. J'ai confiance en César, et César a confiance en lui, mais je sens à ces frissons qui frôlent mes cuisses que nous avons des petits moments de doute. Et je propose quelque chose à nos deux proies. Je retiens César. Nous perdons du terrain. Je m'écarte. Non pas comme si j'abandonnais. Les proies n'y croiraient pas. Comme si je voulais dire que la coquetterie n'est pas digne de nous quand il s'agit d'elle et de moi. Est-ce bien un piège dans mon esprit? Elle n'y tombe pas. L'allure, là-bas devant, se maintient vraiment pour me perdre. Il ne s'agit pas de coquetterie. Elles ne me perdront pas. Je reprends la chasse. 100 mètres de plus ou de moins ne font rien à l'affaire. Je suis honteux de penser qu'il me suffit de suivre pour prendre un coup sûr. César est 10 fois plus résistant que la bête de race, et moi, 10 fois plus, disons, expérimenté que le petit Verdet. Mais il ne veut pas être pris à coup sûr. Il semble gêné par le sentiment qui me gêne, et il me propose quelque chose lui aussi. Il pique en forçant l'allure vers un couvert de hêtres. À la lisière, il met pied à terre. Je vois son cheval s'éloigner de lui au triple galop. Cependant, j'en suis sûr, il ne l'a pas frappé. Il a dû lui parler d'une certaine façon. Ces bêtes sont fidèles et tendres. Il a dû la convaincre. Trop rapidement, peut-être, sur un sujet déjà entendu. Son piège est plus terrible que le mien. Il est possible que le petit Verdet ait tout compris lui aussi. J'entends pour la 2e fois battre mon cœur. Mon pied gauche est en train de décoller de l'étrier. Non, je décide de rester en selle. En selle, mais décontenancé. César, qui n'est qu'un cheval, n'y comprend plus rien, et moi, qui ai apprécié l'élégance de la séparation du Verdet et de sa jument, je rudoie César pour l'obliger à m'obéir. Je ne pense à lui parler que lorsqu'il a déjà obéi.
je le fais quand même pour m'excuser. Et je n'ai à ma disposition que ce que je sais faire dans les moments extrêmes. Je m'avance au pas en faisant face. Si j'ai bien tout compris, le tireur émérite ne tirera pas cette fois ni sur César, il est trop cavalier pour s'attaquer à un cheval, ni sur mon bonnet de police, ni sur moi. Ainsi, j'arrive au couvert de hêtre. Je suis surpris de ne pas voir mon petit Verdet. Me suis-je trompé? Non, il est là, à 10 pas de moi, debout, immobile. Il a masqué son visage d'un foulard. Ses longs cheveux tombant plus bas que les épaules dépassent seuls du voile qui lui couvre la tête. Le piège s'est refermé sur moi. Mais mon pistolet d'arçon vient dans ma main par l'opération du Saint-Esprit et je tire tout de suite pour tuer. J'y parviens heureusement du premier coup. J'ai vu le sang noircir à flot la région de son cœur. Je n'ose pas encore mettre pied à terre. Elle est sûrement morte. J'avais chargé à double balle. Enfin, je me décide et je m'approche. Elle est couchée sur le côté. Je lui ai évité les soubresauts indécents de l'agonie. Ses mains nues m'éblouissent. Je songe avec un amer plaisir au Niger de ma moustache. Je ne dévoile pas son visage, et je ne veux pas qu'on le dévoile. En tout cas, je ne veux pas le connaître. Tout a été correct jusque-là. J'avais peur que rien ne le fût. Elle s'est très bien comportée. Mais je ne peux pas m'empêcher de voir la courbe exquise de sa joue. Je me détourne. Je vais m'asseoir à 10 pas de là. C'est vers le milieu de l'après-midi que je me décide à tirer des coups de pistolet en l'air pour signaler ma position. Mon soldat et aux anges arrivèrent 1 heure après. Ils avaient liquidé la grange, 7 Verdets. Ils ramenaient les chevaux. Ils allèrent voir mon tableau de chasse. Je recommandai de ne pas toucher au visage, et je chargeai mon soldat, qui est le plus rustre des deux, d'attacher solidement le voile par un nœud derrière la tête. Depuis que mes coups de pistolet tirés en l'air m'avaient éveillé, j'avais peur que le vent ne le soulevât. « Vous saviez que c'était une femme, mon capitaine ?» Je dis non. D'ailleurs, c'était une jeune fille. On fit un trou et on l'enterra. Je passai la première nuit à trotter sur le plateau pour rallier la caserne. Aux anges et mon soldat avaient certaines difficultés avec les carnes des Verdets. Je craignais la seconde nuit. Je savais qu'après, elles iraient en s'amincissant. Or, contrairement à ce que je croyais, le sommeil m'emporta. Je fus réveillé par le planton. Il était 3 heures du matin. Je n'avais pas pensé la veille à annuler les dispositions prises pour faciliter la distribution du facteur. Lettre anonyme, comme avait dit Achille. On avait donc remonté la garde habituelle et le planton me demandait de venir voir. Il me précéda avec sa lanterne. Il me dit « Elle ne veut plus s'en aller ». Un frisson me secoua l'échine. C'était la jument. Elle était dans la cour, plantée devant la fenêtre, sous les volets de laquelle les billets d'injures étaient d'ordinaire glissés. Quand elle me vit, elle gémit et s'approcha. C'était une bête splendide. Je la caressai jusqu'à ce qu'elle cesse de gémir. Le lendemain, je la fis mener toute seule au dépôt de remonte avec une lettre où je demandais instamment qu'on ne la fasse pas pouliner. Je ne me suis jamais expliqué.